Michel Ngoudou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gabonais, mais aussi ivoirien. Tout à l'heure, on va en parler. Vous êtes ici à La Haye, dans le cadre du procès de Laurent Gbagbo. Vous êtes membre d'un mouvement au Gabon qu'on appelle le mouvement des souverainistes du Gabon. C'est un mouvement d'opposition. Absolument. Quel est ce mouvement? Quels sont vos objectifs? Nous sommes un mouvement politique. Souverainiste, pourquoi? Parce que nous estimons que la souveraineté appartient au peuple, que le pouvoir appartient au peuple, aux citoyens. C'est justement parce qu'on s'inscrit dans le cadre de la démocratie qui vient de la base que nous avons pris le nom de souverainiste. En réalité, c'est un mouvement transversal qui comprend à la fois des militants politiques et des membres de mouvements associatifs issus de la société civile. Donc nous sommes un mouvement d'opposition. Notre objectif, c'est d'arriver à l'alternance politique au Gabon en mettant un terme au régime cinquantenaire de Bongo. Tout à l'heure, on va y revenir, c'est un sujet intéressant. Il se trouve que vous êtes ici à La Haye, vous avez assisté à la première journée du procès de Laurent Gbagbo. Quels sont vos premiers sentiments? C'est des sentiments mitigés. Bon, à la fois, je suis heureux d'avoir revu le président Gbagbo, même si c'est derrière une vitre. Je l'ai trouvé en forme. Blé Boudé aussi, d'ailleurs, il faut le signaler. Je les ai trouvés en forme, parfaitement sereins. Mais je suis un peu triste parce que ce n'est pas leur place. Ce n'est pas la place du président Gbagbo. Ceux qui le connaissent savent que la CPI a arrêté la mauvaise personne. Mais ça fait partie, si vous voulez, du parcours d'un homme qui, depuis sa prime jeunesse, s'est battu pour la démocratie dans son pays. Il a souvent payé de sa personne, il a fait la prison, il a connu l'exil. Donc, son emprisonnement aujourd'hui à la CPI n'est pas étonnant, parce qu'on a affaire à un régime néocolonial qui ne s'accommode pas du tout de l'indépendance d'esprit de personnalités comme Gbagbo. Mais, encore une fois, j'ai été heureux de le voir, de l'apercevoir, et de voir un homme serein, qui sait qu'il n'est pas à sa place là, mais un homme combatif. Alors, on est tenté de vous demander comment vous l'avez connu, le président, comment vous avez connu le président Gbagbo. C'est juste un concours de circonstances. Je suis dans l'opposition depuis des années, depuis, j'allais dire, ma première jeunesse. Et c'est au cours d'un voyage au Cameroun. C'était en quelle année? C'était dans les années 90. 90, voilà. Il y a bien longtemps. Oui, quand même, ça ne nous rajeunit pas. Que j'ai rencontré le président Gbagbo. Il venait dans le cadre d'une réunion d'opposants africains. Nous avons fait connaissance à cette période-là. Et après, on s'est un peu perdu de vue. Bon, chacun du temps dans son pays, moi au Gabon, lui en Côte d'Ivoire, dans des conditions très difficiles, de part et d'autre. Et quelques années après, je me suis retrouvé en France, à la fin des années 90, comme réfugié politique. Et quand le président Gbagbo prend le pouvoir, nous rétablissons le contact, et ça m'amène à aller souvent en Côte d'Ivoire. Il me revient que vous avez un passeport ivoirien. Est-ce qu'il y a une histoire? J'ai la nationalité ivoirienne. Oui. J'ai la nationalité ivoirienne. Oui. Il se trouve qu'un jour, pendant que j'étais invité à sa table, à la présidence, au plateau, on parle de ma situation. Il me demande quel document dois-je utiliser, est-ce que j'ai la nationalité française, parce que mon épouse... Ah, vous étiez en France? J'étais encore en France. Vous étiez en exil. Voilà, j'étais réfugié politique en France. Oui. Alors, lui qui a connu justement cette situation, savait exactement de quoi il retournait. Donc il me demande avec quel document je voyageais, est-ce que j'avais la nationalité française, vu que mon épouse était française. Je lui ai dit que la France était un très beau pays, mais ça ne m'intéressait pas du tout de devenir français. Qu'en revanche, je m'honorerais d'être ivoirien. Et c'est ainsi qu'il m'a demandé de remplir le dossier de demande de naturalisation. À l'époque, l'ambassadeur Eugène Alou était au protocole. Et c'est ce dernier qui a suivi mon dossier. J'ai fait une demande tout à fait régulière, qui a prospéré et je suis devenu ivoirien. Alors justement, dans le mouvement
dont vous êtes membre, vous parlez des souverainistes. C'est un sujet qui intéresse le président Gbagbo. Alors, quels sont vous en avez parlé un peu, mais quels sont vos objectifs au niveau du Gabon, de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, notre continent? Ben déjà, il faut que l'on habitue nos concitoyens à se battre pour la démocratie. Parce que voyez-vous, si vous avez des citoyens qui se laissent infantiliser, qui pensent que la démocratie est un cadeau que les dirigeants, que même les dictateurs leur font, vous n'aboutissez à rien du tout. C'est pour ça que nous disons, et ce sont des discussions que j'ai souvent eues avec le président Gbagbo, nous disons qu'il faut instruire nos enfants à se battre pour leurs droits, à demander encore plus, à être de vrais citoyens. À partir de là, la démocratie s'exprimera clairement. Et c'est pour cela que nous avons appelé notre mouvement les souverainistes. Parce que nous pensons que dans les partis politiques, le pouvoir appartient aux militants. Et si un militant dans un parti politique apprend à se battre pour ses droits, le citoyen qui est derrière ce militant apprendra à se battre pour ses droits au niveau national. Donc, dans les partis politiques, le pouvoir appartient aux militants, et au niveau de la République, le pouvoir appartient aux citoyens. Donc le souverain, c'est le peuple. Ce sont des choses, ce sont des sujets dont j'ai souvent discuté pendant de longues heures avec le président Gbagbo, qui, il faut le dire en passant, est un enfant de la démocratie, même quand il était à l'université, au niveau du syndicat des enseignants, il est passé par le vote. Il est arrivé à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, pas par un coup d'État, mais par le vote. Et c'est ça que nous voulons arriver, c'est à ça que nous voulons arriver au Gabon. Qu'il y ait de vraies élections, des élections transparentes, qu'on arrête de nous installer des gouverneurs, des potentats locaux qui sont des représentants des intérêts français. À propos d'élections, j'ai écouté un beau soir Emmanuel Valls, le Premier ministre français, qui a dit comme ça que l'élection du président Bongo, c'était pas très... ça a suscité beaucoup de remous diplomatiques. Quel est votre commentaire là-dessus? Emmanuel Valls a enfoncé les portes ouvertes. Depuis 2009, nous disons qu'Ali Bongo n'a pas été élu. Il était dans le meilleur des cas, peut-être troisième. C'est une élection qui a été remportée par Feu André Maobam, qui nous a malheureusement quittés en avril 2015. Donc Emmanuel Valls a enfoncé une porte ouverte, ça nous le savions. Mais c'est surtout ce qu'il y a derrière. Parce que Emmanuel Valls est Premier ministre de la République française. C'est la voix la plus autorisée après celle du chef de l'État. Quand il fait un tel constat, en sachant que c'est la France qui a installé Ali Bongo au pouvoir, on attend maintenant qu'il soit cohérent à la suite de ses propos. Qu'est-ce que la France fait pour le débarrasser de cet homme qui n'a pas été élu à la tête du... Alors, Michel Ngundu, il y a quelques semaines, le Premier ministre Emmanuel Valls, le Premier ministre français, a fait une déclaration tout au moins surprenante s'agissant des élections au Gabon. Et il disait comme ça que le président Bongo, Ali Bongo, n'a pas été élu. Quel commentaire vous faites de cette déclaration? Le premier commentaire que je voudrais faire, c'est que sa déclaration n'est pas du tout surprenante. Emmanuel Valls, au contraire, enfonçait une porte ouverte. Tous les Gabonais savent qu'Ali Bongo n'a pas été élu en 2009. Je pense qu'Ali Bongo, le premier, sait qu'il n'a pas été élu en 2009. Mais maintenant, le problème, c'est que la France qui l'a installé là, qu'est-ce qu'elle fait quand son Premier ministre fait une déclaration publique d'une telle gravité? Parce que Manuel Valls est quand même la voix la plus autorisée en France, après celle du chef de l'État. Et puis, je dois quand même préciser que ce que M. Valls a dit est en droite ligne avec le communiqué que les socialistes, à l'époque dans l'opposition, c'est-à-dire en 2009, le communiqué que les socialistes avaient publié pour dénoncer les conditions de l'arrivée au pouvoir d'Ali Bongo. Entre-temps, les socialistes sont arrivés au pouvoir. Je pense, comme on dit chez nous, ils ont vu les dossiers et ça les a confortés dans les soupçons qu'ils avaient déjà en 2009, c'est-à-dire la non-élection d'Ali Bongo à la tête de l'État gabonais. Mais en même temps qu'il dit ça, qu'est-ce que la France fait derrière? Qu'est-ce que la France fait pour nous débarrasser d'un monsieur qu'elle a installé au pouvoir de manière tout à fait irrégulière?
C'est plutôt ça qu'on attend de la France. Ce n'est pas des déclarations à 2 h du matin dans une émission de divertissement. Justement, cette question m'amène aussi à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2010, où exactement il y a eu la même situation, mais celui qui n'a pas gagné a été installé contrairement à votre pays. Non, pas contrairement, c'est la même chose. Bon, oui, disons que celui qui n'a pas gagné. Voilà, oui, on se comprend. Non, mais en réalité, ce que je voulais dire, c'est que la similitude entre les deux situations, c'est que ce sont des présidents installés par la France. Oui. Ce sont des gouverneurs, des espèces de potentats installés par la France pour préserver ses intérêts et continuer l'œuvre néocoloniale qui garde l'Afrique francophone sous le joug j'allais dire, de l'impérialisme français. Donc, les situations sont comparables, à part que, bon, d'un côté, il y a un président qui a été élu en Côte d'Ivoire, mais que la France s'est débrouillée à faire embastiller, et puis au Gabon, un président qui n'a pas été élu, mais que la France a imposé pour continuer à gérer ses intérêts. Vous êtes un intellectuel africain. Qu'est-ce que vous pensez justement des relations de la France avec ses anciennes colonies? Parce que c'est un sujet, il y a beaucoup de littérature là-dessus, mais apparemment rien ne change depuis quelques années. Bon, d'abord, je n'aime pas trop le terme d'intellectuel. Bon, j'ai rien contre les intellectuels, mais je ne pense pas que j'en sois un. Pour autant, moi je dis pour comprendre un peu la même mise que la France a sur nos pays, il suffit de se référer à la présence des troupes militaires françaises dans le pays. Est-ce que vous avez des troupes militaires anglaises en Gambie, au Kenya, au Ghana, au Ghana? Non. Il y a des troupes militaires françaises, pour moi ce sont des troupes d'occupation. Ça veut dire que l'Afrique francophone n'a pas encore acquis son indépendance. J'irai plus loin. Comment pouvez-vous concevoir que 14 pays dits indépendants, donc des pays de la zone CFA, 14 pays dits indépendants, confient leur monnaie à un pays, la France, qui n'a même plus sa propre monnaie, parce que le franc français n'existe plus. La France est dans l'euro. Donc la France n'a plus sa propre monnaie nationale, mais elle continue à gérer la monnaie de 14 pays dits indépendants. Tout le monde sait que la monnaie est un élément de souveraineté. Ça tombe sous le sens. Donc à partir de là, quand vous prenez la présence de troupes militaires françaises, le fait que les pays africains francophones laissent gérer leur monnaie par la France, on comprend tout de suite les rapports qu'il y a entre ces pays et l'ancienne puissance colonisatrice. Et par voie de conséquence, vous observerez que l'Afrique francophone est celle qui a le plus de retard sur le plan démocratique. Il y a quelques îlots de démocratie comme le Bénin, dans une moindre mesure le Sénégal, mais sorti de là, après c'est le désert. C'est le désert. À l'opposé, les régimes dictatoriaux de l'espace anglophone sont une exception. Alors que la règle en Afrique francophone, c'est le manque de démocratie, l'absence d'état de droit, le manque d'alternance politique. Michel Ngundu, je suis obligé de vous demander comment vous expliquez cet état de fait, justement, au niveau de l'État sur le plan de la démocratie des pays francophones africains. Mais tout simplement parce que, si vous voulez, à partir du moment où la France installe des gouverneurs, où elle installe des potentats, les citoyens n'ont pas voix au chapitre. Donc les pays n'ont pas vocation à se démocratiser. D'où la guerre qui a été faite par exemple au président Gbagbo. Parce que dès l'instant où un président africain essaie de s'affranchir de la tutelle française, il devient l'homme à abattre. On a vu ce qui s'est passé avec Sankara. Et là, c'est le président Gbagbo. Je veux même vous raconter une anecdote. Quand le président Wade gagne l'élection présidentielle au Sénégal, la France, le président français, qui allait régulièrement au Sénégal, mais je pense 3 ou 4 ans avant de mettre les pieds là-bas, parce qu'en réalité, entre guillemets, il ne connaissait pas Wade. Et quand une fois, le président Wade me reçoit pour un entretien, je lui demande si pendant ces 26 années d'opposition, il avait été reçu à l'Élysée ou au Quai d'Orsay. Il m'a dit non. Que tout au plus, c'était un sombre conseiller qui le recevait de temps en temps quand il y avait
des tensions entre l'opposition et le président Diouf à l'époque. Alors, c'est vous dire que la France n'est pas inscrite dans l'ADN, la France n'est pas inscrite dans la logique d'une alternance possible en Afrique francophone. Parce que ce n'est pas normal que les autorités politiques françaises ne reçoivent pas des opposants qui sont théoriquement des dirigeants potentiels, des dirigeants de demain. C'est toujours un accident. Quand le président Gbagbo arrive au pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est un accident. Les Français revisent leur fiche, qui est cet homme, qui le connaît, ainsi de suite. Et du coup, ils ont essayé de voir son ami Guy Laverty. Est-ce que tu peux nous briefer sur cet homme qui a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire? Pareil, la France n'était pas préparée à l'alternance au Sénégal. Pour eux, c'était le président Diouf qui devait continuer à régner. Et puis, il y a un renversement d'alliance. Moustapha Niasse fait alliance avec le candidat Wade qui remporte l'élection. Du coup, en France, c'est la panique, on revise ses fiches au Quai d'Orsay. Bon, c'est vrai que c'est un opposant, il a épousé une Française, mais qui est cet homme? Donc, c'est que la France n'est pas préparée. À la différence de l'Angleterre, les opposants des pays anglophones sont régulièrement reçus au 10 Downing Street et ailleurs. C'est pour dire que tant que le rapport à la France ne va pas changer dans nos pays, on sera toujours dans cette situation de manque d'état de droit, de manque de transparence électorale, et toujours avec des présidents qui seront plutôt des supplétifs de la France. Tout à l'heure, vous parliez de démocratie, vous avez donné comme exemple le Bénin. Nous y sommes. Bientôt, il va y avoir des élections présidentielles et le Premier ministre Lionel Zinsou est candidat. Il y a beaucoup de remous en ce moment sur sa candidature. Qu'est-ce que vous dites de cette situation au niveau du Bénin? Bon, j'avoue que je n'ai pas une bonne connaissance de... On lui reproche d'être 100% français, de l'actualité politique béninoise. On lui reproche d'être 100% français et 100% béninois. Bon, est-ce que Lionel Zinsou est vraiment béninois? À part son ascendance, par son père, qu'est-ce qu'il connaît du Bénin? Je pense qu'il devrait se poser lui-même la question. Mais il est béninois. Oui. Vous savez, la nationalité, la citoyenneté, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'il connaît de l'âme béninoise? Comment on parachute un individu à quelques mois d'élection juste parce qu'on a envie de mettre la main sur le pouvoir au Bénin? C'est pour ça que je suis mal à l'aise de parler de cette affaire. Et je pense que Lionel Zinsou lui-même devrait se poser des questions sur le rôle qu'on l'invite à jouer au Bénin. Mais quelque part, je suis rassuré parce que la démocratie béninoise est quand même mûre. La classe politique béninoise est une classe politique qui sait ce qu'elle veut, qui ne fait pas de concessions avec cette voix, contrairement à d'autres. Et je pense qu'elle saura trouver la réponse appropriée à cette tentative d'OPA que la France a organisée sur le Bénin. Michel Ngounou, tout à l'heure vous avez parlé un peu de la monnaie du CFA, qui est une monnaie qui est commune aux pays africains francophones. Au niveau de l'Afrique centrale, il y a des pays, au niveau de l'Afrique occidentale. Est-ce que vous pensez qu'un jour, cette monnaie-là est capable de laisser la place à une autre monnaie qui, celle-là sera typiquement africaine? C'est notre souhait à tous. C'est une sorte d'esclavage moderne que nous subissons avec cette affaire de monnaie. Vous prenez les pays anglophones. Je vais vous raconter une anecdote. Je me rends en Afrique du Sud, je pense en 93 ou 94. Et j'avais des francs CFA. Et je vais dans une banque pour acheter des rentes, la monnaie sud-africaine. Quand j'arrive, je suis tout fier de mon lot de billets. Le guichetier me dit non, cette monnaie n'est pas convertible en rente, je ne peux pas vous la prendre. Ah. Heureusement que j'avais une carte de crédit. Et puis je vois à côté de moi un monsieur, un Africain, qui va avec une monnaie que je ne connaissais pas et on lui donne des rentes sud-africaines. Je n'ai pas voulu me coucher idiot, je suis allé demander au guichetier, j'ai dit c'est quelle monnaie? Il me dit c'est le kwacha zambien. Alors vous imaginez, vous imaginez, la monnaie de 14 pays dits indépendants n'est pas du tout convertible en Afrique du Sud.
dans un pays africain, et la Zambie, à elle seule, réussit à changer sa monnaie. Alors, ça veut tout dire sur cette affaire de monnaie. Je pense qu'il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on en sorte. Comment? Je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste de la monnaie. Je sais qu'il y a eu pas mal de littérature dessus et pas mal de débats. Est-ce que l'une des raisons pour lesquelles le président Gbagbo se retrouve à la Haye, j'allais poser la question. Ce n'est pas aussi ça, parce que parmi les chantiers qu'il avait ouverts via le professeur Koulibaly, il y avait cette affaire de monnaie. Il y avait cette affaire de monnaie. Or, je crois savoir que tous ceux qui ont abordé la question ont eu un accident. Il y a un intellectuel camerounais qui, je pense, travaillait pour le FMI ou la Banque mondiale, mais ce ne sont pas précis. Voilà, qui a osé aborder le problème. Je pense qu'il a commis un bouquin et il a eu un accident. Donc, je crois d'ailleurs, je peux dire que le président Gbagbo a eu beaucoup de chance. Son accident, lui, c'est d'être emprisonné parce que ça aurait pu être pire. Nous sommes au terme de cet entretien. Vous avez assisté aujourd'hui, on l'a dit en introduction, à la première séance du procès de Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il a, d'après vous, vos sentiments, est-ce qu'il a la chance de s'en sortir avec tous les enjeux politico-juridiques qu'il y a autour de cette affaire, de ce procès? Vous savez, il y a deux logiques. Il y a une logique politique et puis il y a une logique judiciaire. Si on était dans une logique judiciaire, comme je le disais au début de cet entretien, le président Gbagbo n'aurait rien à faire là, à la CPI. On l'a même vu, les arguments du procureur sont pathétiques, ridicules. Quand le procureur reproche au président Gbagbo de féliciter le sang-froid de l'armée, quand le procureur à un moment donné, dans son argumentation spécieuse, donne l'impression qu'à un moment donné, la République de Côte d'Ivoire avait disparu, puisqu'il parle des rebelles et il parle des forces pro-Gbagbo. Et où étaient les forces gouvernementales? Si les forces gouvernementales sont assimilées à des forces pro-Gbagbo. C'est un peu comme si aujourd'hui le Mali qui est en but à une rébellion, qu'on dise d'un côté, il y a les rebelles et il y a les forces pro-Ibeka. C'est insultant. Ce procureur n'a rien à faire, ou il ne sait rien. Donc, tout ça c'est pour dire que cette parodie de procès est plutôt adossée sur une logique politicienne. Il fallait se débarrasser d'un élément gênant. Les leaders africains qui ont précédé le président Gbagbo dans cet acharnement des puissances impérialistes ont eu moins de chance que lui. Je pense à Lumumba, je pense à Thomas Sankara. La chance que nous avons, c'est que le président Gbagbo est vivant. C'est un homme politique brillant et il saura leur apporter la réponse. Il saura leur apporter la réponse et c'est sur ça que je fonde mon optimisme. Parce que l'imposture ne peut pas durer éternellement. Le président Gbagbo sortira de là. Michel Angoundou, merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que Michel Angoundou est gabonais. Et ivoirien. Et ivoirien, si je précise. Il est membre du mouvement des souverainistes gabonais. Il est donc ici à La Haye dans le cadre du procès de Laurent Gbagbo qui a démarré aujourd'hui, 28 janvier 2016. À bientôt. Merci beaucoup.